Bienvenue sur TV8 Mont-Blanc, c'est vendredi, c'est le dernier cet avoir de la semaine, cet avoir qui sera littéraire dans sa deuxième partie. Jacques Deloche, notre monsieur livre de montagne, nous a déjà rejoint. Il est tout au bout là-bas du plateau. Bonjour Jacques. Bonjour Gilles. Comment ça va bien? Très très bien. Pour nous parler de ces trois livres, un livre sur Walter Bonatti, un livre sur les scientifiques et la montagne, et puis un livre magistral sur Patrick Edlinger, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, sans l'auteur, qu'est-ce qui s'est passé avec l'auteur? Il ne devait pas être là? Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, Gilles. Donc Jean-Michel Asselin, qui devait nous rejoindre, effectivement, n'est pas parvenu jusqu'à nos beaux studios. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que vous parlez bien? C'est de la poésie, ça. Merci beaucoup, Jacques. On vous retrouve dans un instant. On part à l'aventure, d'abord, pour commencer, avec une association de la vallée de l'Arve, de Thiers, précisément, Quatrelles des montagnes, l'association Quatrelles des montagnes, avec ses deux représentants, un père et son fils. Un fils et son père, ça marche dans les deux sens. Adrien et Michel Fournier. Adrien, bonjour. Michel également, bonjour. Bonjour. Ils vont partir bientôt à l'aventure à bord d'une quatrelle, évidemment liée à l'association, au Maroc. Ils vont affronter le désert marocain pour le fun, pour le plaisir, pour l'aventure bien entendu, mais aussi pour aider des enfants, notamment marocains, dans ces endroits un petit peu reculés, où les routes n'accèdent pas, où les véhicules contemporains ont du mal à parvenir, pour apporter justement du matériel. On va y revenir dans un instant, mais parlez-nous un petit peu de cette aventure qui n'est pas la première, Adrien. Non, tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de participer donc, au raid humanitaire Quatrelles Trophy en 2011. Donc c'est un raid étudiant qui est quand même assez connu, je pense. Ça m'a vraiment donné le virus. Et je voulais repartir une fois, notamment que j'ai rencontré pendant ma première aventure un jeune Marocain, Saïd, qui à l'époque était étudiant. Aujourd'hui, il est devenu instituteur dans les montagnes du Haut-Atlas, dans le sud du Maroc. Et on est resté en contact, et c'est vrai que j'avais envie de lui apporter un peu de matériel donc pour lui et sa classe, pour donner accès aux petits-enfants du Haut-Atlas à du matériel informatique, finalement. Alors, il y a un truc, on va en parler bien entendu un peu plus longuement, on aura même des images et tout et tout. Il y a un truc qui m'interpelle, moi, c'est qu'aujourd'hui, on a des voitures qui sont plus performantes, plus confortables, moins bruyantes, qui ne polluent plus, quasiment plus, qui sont plus puissantes, etc. Eh bien, ils circulent avec des vieilles guimbardes qui sont toutes à l'opposé de cela. C'est une passion pour les quatrelles ? C'est une passion pour les quatrelles, mais j'aimerais revenir. Il y a quand même beaucoup de préjugés dans ce que vous venez de dire, Gilles. Ah, ben j'ai fait exprès. Des voitures aujourd'hui qui sont plus fiables, je suis pas convaincu. Ça tombe plus en panne, les voitures. Ah, je suis pas convaincu. Ça ne tombe plus en panne. Je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui seront témoins. Rien ne vaut une bonne vieille R5, une bonne vieille 4L. Aujourd'hui, dès qu'on a une panne, c'est déjà 250 € pour passer les 2 premières roues de la porte du garage. C'est vrai que... Et ça, c'est pas un a priori par hasard. Ah non, ça c'est une triste réalité. Quelle objectivité. Non, mais en plus, je rigole en disant ça. Enfin, je rigole. Il y avait une part de vrai, il me semble, dans ce que je dis. Mais 4L, Renault 4L, j'en ai, il y a longtemps, j'en ai conduit une lorsque j'allais livrer du pain dans une cité, c'était dans le Gers. Et avec le klaxon, c'est une fourgonnette. Et les gens venaient jusqu'à moi, donc j'ai de bons souvenirs des Renault 4. Alors, par contre, enfin, je veux dire, en revanche, parlons correctement, M. Meunier, s'il vous plaît, une 4L dans un Super 5 Raid. Explication de texte. Effectivement, une 4L dans un Super 5 Raid, parce qu'à l'origine, donc le Super 5 Raid auquel on va participer donc en avril prochain, c'est effectivement, comme le nom l'indique, réservé à des Super 5. Nous, on a déjà participé avec l'association 4L des montagnes ou 4L Trophy 2011, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on avait déjà la chance d'avoir une Renault 4 plus ou moins préparée, avec déjà pas mal de modifications faites et de renforts effectués. Donc on a appelé gentiment Dominique Parme, le président de Cap-Vert, en lui demandant gentiment est-ce qu'on peut avoir droit à une dérogation et venir quand même en 4L. Il m'a dit il n'y a pas de souci, tu viens avec ta 4L. Et donc, bon, mais c'est bien. Quelqu'un de conciliant, cet organisateur quand même. Tout à fait, c'est quelqu'un de très bien. Michel. Oui. Alors, aussi bien Adrien a déjà vécu une aventure au volant de cette 4L qu'on peut voir régulièrement dans la vallée de l'Arve, à Thiers, Cluse, Marnat, etc. Ouais, tout à fait. Sionzier, n'oublions pas Sionzier.
En revanche, pour vous, ça sera le premier départ. Ça fait plusieurs mois que vous travaillez avec Adrien pour préparer le véhicule. Hein, donc le binôme fonctionne déjà, mais vous allez partir pour la première fois. C'est vrai. Donc, bien prêt. Cette aventure, elle est un peu spécifique puisqu'elle est faite avec mon fils. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Mais c'est vrai qu'en 2011, on avait préparé déjà cette voiture pendant presque une année. Donc on a beaucoup travaillé dessus. Donc la voiture était prête, donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas réenvisager un autre raid. C'est vrai que le Super 5 s'est présenté, donc aujourd'hui on repart à nouveau. Donc à nouveau, on passe beaucoup de temps sur cette voiture pour qu'elle soit au top, qu'elle n'ait pas de problèmes mécaniques sur place. Comme moteur, c'est quoi? C'est un moteur, c'est un 1100 cm3. D'accord. Qui développe 34 chevaux. Donc 34 chevaux. Très puissant. DIN. DIN, oui. Ça fait quoi en chevaux fiscaux? 4. Pour la vignette, ça va bien. Et donc, on en parlait tout à l'heure avant d'arriver, de prendre l'antenne. La consommation, c'est quoi? 7 litres, 6, 5, 7 litres au 100? En consommation urbaine normale, on est entre 5,5 et 6,5 au 100 km. Et c'est vrai que dans le désert, on serait autour de 7, 6,5, 7. Alors, il paraît que vous nous avez amené des images, pendant qu'on en parle, elles vont sûrement arriver, de la 4L en question. On aurait même pu la montrer sur le parking de Huit-Mont-Blanc, parce que vous êtes venu avec. Hein. Elle est sacrément fiable, elle a combien de kilomètres au compteur? Elle a 140 000 km. Non, c'est une 4L de 140 000 bornes. Ah, ça va, elle n'est pas trop vieillotte. Quand on l'a achetée, elle avait 80 000. Et c'est vrai qu'on l'a aidé. C'est comme ça que j'avais, moi. Oui, les fourgonnettes. Ouais. Alors la vôtre, elle est orange, hein? Tout à fait, orange et noir. Donc on ne devrait pas tarder à la voir. Là, c'était quoi ça exactement? Ça, c'est le village départ de Saint-Jean-de-Luz. Donc en 2011, le départ du 4L Trophy. Vous voyez, énormément d'étudiants, énormément de 4L. C'est vous qui avez accéléré l'image? Oui, un petit peu, parce qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup d'images. Sinon, vous pouvez faire un montage autrement. Hein. Non, je vous fais marcher, je rigole. Là, c'était le départ où exactement, vous m'avez dit? Le départ de Saint-Jean-de-Luz. Le 4L Trophy a 2 villages départ, un à Paris, donc pour tous les équipages qui viennent du nord de la France, et tous les autres équipages, donc Rhône-Alpes y compris, faisaient leur départ à Saint-Jean-de-Luz. Il doit y avoir une sacrée ambiance, hein, parce que voilà, tout le monde a le même véhicule. Bon là, tout le monde aura une R5, vous aurez une 4L, mais ça reste dans les premières 4L lorsqu'elles sont sorties. Hein, c'était les premières R5 lorsqu'elles sont sorties, c'était les mêmes moteurs que les 4L. Pour les R5, tout à fait. Les R5, c'est la même chose, sauf que la caisse change. Les Super 5, c'est un peu différent. Les Super 5, c'est plus ancien. Oui, c'est vrai. C'est plus récent, pardon. C'est plus récent, pardon. Bon, sympa le petit montage. Là, on est sur la route. Voilà. Bon, ça, c'est des copains, ça. Voilà, comme vous disiez, une grosse ambiance, quoi, avec beaucoup de bassines, beaucoup de bonne humeur. Pour le carburant, dites-moi, comment fait-on? Parce que les stations-service du Maroc, du désert marocain, ne sont pas très réputées pour leur disponibilité. Oui, donc là, je vous coupe. Là, ça, c'est notre voiture, ça, par exemple, à l'image. Un petit coup d'œil sur les partenaires qu'on salue. Hein, ils sont tous de la vallée de l'Arve, d'ailleurs. Hein. Là, pour la plupart, oui. Ouais. Pour la plupart, il y a un petit peu de partenaires de la vallée du Gifre, d'autres partenaires qu'on avait sur Annecy. Mais c'est vrai que la grande majorité des partenaires viennent de la vallée de l'Arve. Alors, cette essence? Alors, cette essence. En fait, on part avec un cubi de gnôle et puis on fait tourner la voiture à la gnôle. Parce que c'est vrai que c'est d'éthanol, donc. Hein. C'est ça. On sera sûr au moins de ne pas avoir de l'essence dans le réservoir. C'est vrai qu'on a toujours un peu le risque au Maroc d'avoir un peu de l'essence coupée. Coupé à l'eau, souvent, hein, c'est malheureusement une réalité. Ça ne plaît pas au carburateur, ça, généralement. Ça ne plaît pas trop. Mais alors, donc, vous en prenez dans le réservoir pour partir et dans des bidons? On essaye toujours de garder en fait une jerrycan pleine d'essence, enfin une ou deux jerrycans pleines pour pouvoir rajouter une essence plus pure. Le carburant qui est un gros poste budgétaire hein, quand on prépare une aventure comme celle-là. Ouais, surtout que le 95 aujourd'hui dépasse bientôt les 1,60. Donc c'est vrai que même avec une consommation qui est tout ce qu'il y a de plus raisonnable pour une voiture de stage là, c'est vrai que ça fait tout de suite des 50 € à la pompe, quoi. Michel, vous appréhendez? Oui, je l'avoue, parce qu'effectivement une 4L, j'aurais tendance à rouler avec d'autres véhicules qui sont un peu plus récents, donc un peu plus souples. Donc la 4L effectivement est un véhicule qui est un peu rustique. Et effectivement, rustique, c'est pas méchant de dire ça. Non, mais c'est rustique. Non, moi je me méfie maintenant. C'est vintage. C'est bien, c'est noble. Vintage. Ouais. Et c'est vrai que bon, faire autant de kilomètres sur des routes, enfin des pistes
je dirais marocaine, ouais, j'appréhende un peu. Bon, on ira voir le kiné avant de partir, puis on revient. Quand on reviendra, on retournera le voir. Oh, bah, le Maroc est un pays sûr. De toute façon, c'est vrai que pour le véhicule, c'est pas évident. Mais justement, ce côté rustique de la 4L va vous permettre de surmonter pas mal de difficultés. Parce que quand elles roulaient dans les campagnes françaises il y a quelques décennies, les 4L, elles en ont vu de toutes les couleurs. Elles fonctionnaient parfaitement. C'est vrai que c'est des voitures qui sont très robustes. C'était fait exprès par le constructeur. C'est ça. C'est un des slogans d'ailleurs. C'était allez-y, vous êtes en R4. Il y a des vieilles pubs qu'on peut encore retrouver sur YouTube et c'est vrai qu'ils montraient des images des 4L qui sautaient des escaliers, etc. Je veux dire, c'est assez dingue. Aujourd'hui, on ne verrait pas ça. Par rapport au Maroc, c'est vrai qu'en 2011, on lui a déjà fait voir des sacrés. On l'a amené vraiment à la limite de ce qu'elle pouvait faire, je pense. À savoir qu'on a monté des sacrés talus, on a tapé fort. Et elle est revenue. Moi, je roule depuis 2 ans maintenant, après le retour du raid avec. Elle reste vaillante. C'est des voitures. Moi, j'ai confiance en la voiture. Après, le copilote. Votre papa, moins. Mais ça va bien fonctionner, je suis sûr. Ils vont bien s'entendre, ils vont revenir. Ils pourront plus. Ils pourront plus pendant regarder. 6 mois. Et vous allez amener quoi pour l'école en question du Haut Atlas? Donc là, on a déjà commencé à faire les cartons le week-end dernier. Donc on a pour l'instant, ça va certainement grossir encore un petit peu sur les dernières semaines de préparation. Là, pour l'instant, on est à 54 kilos de matériel. Donc comprenant un ordinateur fixe avec écran et connexe, donc clavier, souris. On a des livres, des manuels scolaires qui nous ont été donnés parce qu'on est intervenu dans une école primaire de Thiers. Donc le directeur nous a remis des manuels qui étaient obsolètes d'un point de vue du programme scolaire français. Donc on va leur amener des manuels, on va leur amener du papier, des ardoises, des classeurs, des stylos. On a été aidé par Caran d'Ache aussi. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de crayons Caran d'Ache à leur apporter. Ce qu'on va rajouter là-dessus, après, ce sera du matériel informatique portable, des ordinateurs portables. Avec recharge solaire? Non, mais je sais pas, ils ont l'électricité là-bas? Ils ont l'électricité, alors je ne sais pas par quel moyen. Je suppose qu'ils doivent quand même être reliés au réseau. Par contre, ils sont malheureusement pas reliés à Internet et aux lignes téléphoniques, parce qu'on avait aussi pour projet de leur financer une connexion Internet pour l'école pour une durée d'1 année. Mais ça, actuellement, c'est vraiment en stand-by parce qu'il n'y a pas les moyens techniques, matériels pour acheminer la connexion. Adrien, Michel, vous partez quand? Michel? Donc on part. Parce que alors, si on laisse parler le fils, je veux dire, c'était pas la peine de venir. Je me pose la question. En fin de compte, on part le 8 d'Al Jaziras pour effectivement prendre le bateau, le ferry pour arriver donc au Maroc, en sachant qu'on va devoir partir un peu plus tôt, puisqu'effectivement il y a quand même 2000 km à parcourir d'ici l'Espagne. Donc on va certainement partir vendredi soir, voire samedi matin. Voilà. D'accord. Et la partie épreuve en elle-même, ça commence une fois que vous êtes sur les terres du Maroc? Non, ça démarre dès Thiers, parce qu'à mon avis, en 4L, c'est ça. Ça va être l'aventure dès le départ. À Thiers, c'est si les routes sont si mauvaises que ça? Non, c'est pas ça, mais 2000 km d'autoroute en Renault 4, c'est vrai que ça commence déjà à être une aventure sympa. Donc l'aventure, elle démarre tout de suite. L'année prochaine, on vous amène si vous voulez. Vous pourrez vous faire une idée plus. Mais je veux bien, pourquoi Avec pas, plaisir. effectivement. Dans la 4L? Oui, dans le coffre. Dans le coffre. Il faut que je réfléchisse, mais merci pour la proposition. Et combien de temps sur place? Donc c'est quoi, 15 jours, 3 semaines, un mois? 15 jours. 15 jours, hein, c'est ça. 15 donc jours faut pas traîner non en plus, comptant hein. 15 jours depuis de Thiers à Thiers. Vous avez un site internet? Tout à fait, on a un site Facebook. Il a dû s'afficher, mais je ne l'ai pas vu. Hein. On a un site Facebook sur lequel on va essayer de donner des informations régulières. Oh, ça paraît. La technologie, c'est vraiment super. C'est Nati Van Den Driesch, je veux dire, c'est merci Nati. C'est un robot. Donc voilà, un Facebook que je vous encourage à suivre. Ajoutez-nous en amis, on ne mord pas. On est vraiment super content d'avoir des gens avec qui communiquer. On va donner des informations à mesure quand on sera là-bas, en fonction des connexions Internet qu'on arrivera à trouver, des petits résumés d'étapes, ce genre de choses. Et puis quelques photos, voilà, quelques images. Bon, on pourra vous suivre sur la page Facebook justement. Tout à fait. On ne peut pas donner les noms, mais là c'est compliqué. On pourra vous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ça.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous restez un petit peu. La Bien littérature de montagne, ça vous Ah, intéresse? Ah oui, avec plaisir. pas de problème. Bon, vous faites de l'alpinisme, de la randonnée un petit peu? Non, non, Pas trop, 4L, non, il non, faut ouais, la 4L. à fond 4L, ouais. On s'arrête, bah, on s'arrête la 4L. Bon, allez, une petite pause pour quelques brèves à noter sur votre agenda. Et puis on cause dans le poste après avec Jacques Deloche. A tout de suite après la virgule. Un endroit qui nous amène d'abord à Saint-Julien-en-Genevois, au casino de Saint-Just, pas pour jouer, après vous faites ce que vous voulez une fois sur place, mais pour le nouveau spectacle de la troupe Atlantis. C'est pour le 30 mars au casino, c'est un opéra rock. À partir de 20h30, si vous aimez l'opéra rock, c'est évidemment toujours très visuel, très musical, très relevé. Très coloré aussi. Rendez-vous le 30 mars. Vous avez le site internet pour en savoir un petit peu plus sur les tenants et les aboutissants. Et pour surtout c'est important pour réserver pour ce nouveau spectacle de la troupe Atlantis. Direction Évian, sur les rives du Léman, avec une exposition qu'il ne faudra pas manquer. Elle va débuter le 30 mars, c'est du 30 mars exactement au 3 novembre. La belle époque sur les rives du Léman. Et il s'en est passé des choses. C'est toute l'histoire d'Évian, et on pourrait parler de Thonon, mais en l'occurrence d'Évian, toute l'histoire aussi de ces vacanciers de la première heure qui arrivaient en chemin à vapeur sur les chemins de fer pour quelques moments de villégiature sur place. C'est à la maison Grimaldi à partir du 30 mars. Et puis, j'avais également relevé pour vous, je l'ai perdu, il y avait autre chose, je ne sais plus ce que c'était. Voilà, mais on va... Ça y est, merci. Et pourtant, Marc Lavoine, qui est en concert au Phare de Chambéry. C'est le 9 avril à partir de 20h. Là aussi, réservation obligatoire car tout le monde se bouscule pour aller voir Marc Lavoine. Fermez la parenthèse, on parle avec Jacques Deloche dans un instant. Jacques, ça vous a donné envie de changer de voiture, de troquer votre vieille Saab contre une 4L? Je vous remercie pour ma vieille Saab, Gilles. Quoi, elle est C'est très neuve? gentil. Non, pas du tout. Non. Non, vous avez tout à fait raison. Bon, là, 3 livres. On va discuter évidemment dans un instant de Patrick Edlinger. Avant d'en arriver là, superbe ouvrage chez Glénat, consacré à Walter Bonetti. Alors, Walter Bonatti, tout le monde le connaît, c'est un alpiniste extrêmement célèbre. Il a fait des premières, bien sûr, dans le massif du Mont-Blanc. En fait, ce n'est pas un livre sur la carrière de Bonatti, mais surtout sur l'homme. Parce qu'il y a toujours eu, si vous voulez, un noyau dur qui a critiqué Walter Bonatti, soit pour sa conception assez puritaine de l'alpinisme. Il avait un surnom, on l'appelait le puritain neurasthénique, c'est assez drôle quand même. Oui. On l'appelait aussi la locomotive, ça fait un peu penser aussi à Zatopek. On l'a aussi critiqué pour son engagement écologique, on l'a critiqué aussi pour sa polémique après l'épisode du Freinet en 1961, bon, qui est un peu complexe. Et il a été aussi critiqué en Italie parce qu'en 1954, il a fait une expédition au K2. Et donc, il y a une histoire complexe de bouteilles d'oxygène qu'il faut monter. Bonatti l'a fait, mais en fait, ceux qui devaient ensuite gravir le sommet, c'était plus ou moins planqué, entre guillemets, pour que Bonatti ne puisse pas participer lui-même à l'ascension. Bref, pendant 40 ans, il y a eu effectivement une polémique en Italie, notamment avec le club alpin italien, et Bonatti a toujours essayé, s'est battu pour qu'on puisse prendre en considération effectivement le rôle important qu'il a pu jouer et qui a permis ensuite aux deux ascensionnistes italiens de gagner donc le sommet du K2. Et là, c'est une espèce de justification, si vous voulez, de cet exploit, entre guillemets, de Bonatti, qu'il a lui-même fait en 1954. Voilà. Bonatti, par le journaliste Robert Séraphin. Tout à fait. Et Bonatti, c'est un peu, moi je dirais que c'est un peu le Faustocopie de l'Italie. Vous savez, le très célèbre coureur cycliste, parce qu'il a eu une vie privée aussi avec une très célèbre actrice qui s'appelait Rossana Podesta. Alors, ils n'étaient pas mariés. Et ils ont une liaison pendant 30 ans. Et Rossana Podesta est restée un peu comme la dame blanche de Fausto Coppi, est un peu restée dans l'ombre. Donc, c'est plus l'homme que l'alpiniste qui met un point sur
D'accord. dans ce livre. C'était la page People, mesdames et messieurs, de cet Presque. avoir. C'est 52 minutes inside. Excusez-moi, je peux l'offrir, Walter Bonatti? C'est paru chez Glénat de Repartir au Séraphin. Qui aime la montagne, l'alpinisme? Là, on parle vraiment d'alpinisme. Alors, très bien, tenez, cadeau, c'est pour vous. Vous allez passer un super moment. Des scientifiques dans la montagne, c'est également chez Glénat. Vous êtes abonné chez Glénat, hein, Jacques? Oui, il faut dire que Glénat a une très forte production alpine. Et ici, c'est l'Alpe, donc vous savez, c'est un trimestriel qui paraît. Donc, et ici, c'est dans ce numéro l'apparition de la géologie moderne, mais l'apparition de la géologie moderne dégagée, si vous voulez, des croyances religieuses. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru que, par exemple, les fossiles que l'on trouvait dans les couches géologiques étaient liés tout simplement au hasard du déluge biblique. Alors, il a fallu plusieurs siècles pour qu'effectivement les savants se battent pour montrer qu'il y avait effectivement une cohérence logique, que ces fossiles que l'on trouve donc dans les différentes couches n'étaient pas là tout à fait par hasard, mais que c'était bien effectivement quelque chose de tout à fait rationnel. Sur la couverture, Jacques, je vous coupe, il y a une Il y a illustration de Léonard de Vinci. Alors, il y a Léonard de Vinci aussi, j'allais en parler, parce que Léonard de Vinci, dans ses tableaux, dit-on, a dépeint les Dolomites, notamment dans la Vierge à l'enfant, si je me rappelle bien. Et on dit aussi que Léonard de Vinci a plus ou moins escaladé des massifs italiens à proximité des Dolomites. Il a surtout un regard très aigu, très pertinent sur la constitution rationnelle du relief, c'est-à-dire qu'il émet des hypothèses sur le rôle de la pluie ou bien le rôle, par exemple, du vent sur l'érosion des montagnes. En cela, c'est un personnage moderne qui préfigure les savants du XIXe siècle qui, eux, vont aussi étudier les glaciers, parce que les glaciers, jusqu'au XIXe siècle, on ne les étudiait pas. Pourquoi ? Parce que dans le déluge, la glaciation n'était pas mentionnée. Donc ça posait un problème. Et il a fallu des siècles pour qu'on admette qu'effectivement, il y a eu une glaciation intense il y a plusieurs milliers d'années, et qu'ensuite, ces glaciers ont joué un rôle extrêmement important sur l'érosion, sur le relief et sur la constitution géologique. Eh bien, Fichtre. Adrien, Michel, vous avez compris quelque chose? C'est bon? Oui, voulez pas... J'espère que vous avez compris, autrement ils vont... Excusez-moi. Adrien, c'est cadeau je pour reviens vous. plus. Ah, bah, ça c'est super, merci. Non. Bon, allez. C'est aussi, toujours dans cette rubrique montagne, Jacques, il faut que j'arrête de rire maintenant parce que ça l'est un petit peu moins. C'est celui qui nous a quittés il y a quelques mois. Et un livre consacré, c'est une sorte de livre au dommage. Oui, c'est un Patrick livre. Etlinger. Oui, alors en plus, Jean-Michel Asselin, qui est celui qui a écrit donc ce livre, est en fait un grand ami d'Edlinger. Donc c'est un peu les souvenirs qu'il raconte. En fait, il prend un peu la plume pour Edlinger. Histoire étonnante de cet alpiniste au Manu, j'allais dire, qui est devenu une véritable star internationale et puis qui a fini par disparaître des écrans radars. Il est mort seul, on peut le dire véritablement, seul, oublié. C'est presque une tragédie, la vie de Patrick Edlinger. Oui, c'est un peu une tragédie grecque, si vous voulez. Mais vous parliez des mains, et effectivement, les mains d'Edlinger étaient effectivement des mains immenses. Pour un physique qui était tout à fait banal, il avait des mains absolument incroyables, ce qui lui permettait effectivement de saisir des prises. Donc, lorsqu'il grimpait en solo, notamment dans les falaises du Verdon. Car c'est dans le Verdon, dans les années 80, qu'il se fait connaître. En fait, Edlinger, c'est plus, on pourrait faire un petit néologisme, c'est un falaisiste, c'est pas tellement un alpiniste. Et je crois qu'il se démarque d'ailleurs des alpinistes, d'abord parce qu'il n'a pas fait l'ENSA, il n'a pas été guide, il a privilégié le solo plutôt que la cordée. Et il y a des grandes différences avec Lachenal, Terré, Rebuffa. C'est une autre ambiance, c'est une autre période, bien entendu. Et il a fait donc l'éloge du solo, ce solo qu'il a commencé dans les années 80-82, notamment dans les parois du Verdon. Et ce qu'il a fait connaître, c'est effectivement deux
film tourné par Jean-Paul Janssen, La vie au bout des doigts, et puis Opéra vertical qui sera vendu, je crois, dans 25 pays. C'était un proche de Patrick Béraud, hein, il me semble d'ailleurs. Alors, c'était un proche de Patrick Béraud. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Au départ, effectivement, ils font des voix, ce sont des amis, ils font des voix dans le massif du Mont-Blanc. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a une période de brouille entre eux, pas de brouille terrible, mais en tout cas, ils ne se côtoient plus et ils se retrouvent dans les années 2000 où Edlinger va accompagner, mais sur une portion uniquement, va accompagner Béraud dans les Dolomites, lorsque Béraud, effectivement, lui, va partir pour faire une traversée des Alpes, donc de l'Italie en France. Mais Edlinger va effectivement partir avec lui, mais uniquement quelques jours. Ensuite, il abandonne. Lorsque ça devient en fait un terrain de montagne, de glace, Edlinger botte un peu en touche. Et Béraud, effectivement, terminera tout seul. Et il nous a quittés aujourd'hui, Patrick Edlinger, mais il fait partie de la légende de la montagne, véritablement. À sa façon, hein, pas de, oui. Dans son univers de la falaise, dans son de falaisiste, hein, pour reprendre votre expression tout à l'heure. Et pour terminer, Jacques. Oui, je crois qu'il a, il y a une trilogie Béraud. Premièrement, il avait une philosophie de la nature qui lui était assez spécifique et qui le rapprochait un peu de Gary Heming, notamment. Le beatnik des années 60. Ensuite, il avait une belle gueule, ça c'est sûr. Et ensuite, il a fait effectivement des exploits sur le plan de la falaise absolument exceptionnels, avec des cotations qui n'ont jamais été égalées. À ne pas manquer, mesdames et messieurs, c'est aux éditions Guérin. C'est signé Jean-Michel Asselin et c'est un ouvrage splendide consacré à celui qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant, Patrick Edlinger. Merci beaucoup, Jacques. Merci. On se retrouve le mois prochain avec un invité, peut-être cette fois. Ah, j'espère bien. Bon. Merci également à Adrien et Michel. Bonne virée en Renault 4L au Maroc, dont vous reviendrez pour nous parler, nous raconter ce que vous avez vécu sur place. Avec grand plaisir. Bon, ça sera un plaisir partagé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine. Bon week-end également avec 8 Mont Blanc.